Deux questions maintenant posées par des collègues. D'abord Frédéric Bierry, qui est le président du département du Bas-Rhin et qui est en même temps celui qui est en charge de notre réflexion sur les politiques sociales. Bonjour Monsieur Hamon. Vous avez reconnu implicitement que l'État avait abandonné la question sociale puisqu'elle a fait peser les efforts de solidarité nationale sur les conseils départementaux qui assument très largement le coût de l'accompagnement des personnes en fragilité, qu'elles soient chômeurs de longue durée, donc bénéficiaires du RSA, en situation de handicap, âgées, ou l'enfance aussi aujourd'hui en danger, avec notamment les jeunes mineurs étrangers non accompagnés, en augmentation très forte. Vous imaginez, vous êtes revenu au moment de votre intervention sur le revenu universel que vous imaginez, avec un coût qui a été estimé, ça varie, mais autour de 350 milliards d'euros. Alors que l'État aujourd'hui doit déjà aux 102 départements à peu près 55 milliards. Et je vous rappelle aussi que la dernière décision gouvernementale d'augmentation du RSA a été portée quasiment exclusivement par les départements. Alors moi je m'interroge aujourd'hui comment vous imaginez financer ce revenu minimum universel. Et puis sur le fond aussi, je m'interroge sur la pertinence du revenu minimum universel qui m'apparaît un peu comme une allocation nouvelle de pauvreté. Alors que nos concitoyens attendent plutôt qu'on s'attaque aux causes de leurs difficultés plutôt qu'aux conséquences de leurs difficultés. C'est-à-dire que aujourd'hui, comment imaginez-vous favoriser plutôt le retour à l'emploi et la place dans la société qu'on peut permettre à nos concitoyens? Parce que la pauvreté, ça doit être un moment transitoire et pas une fin en soi. Avec le revenu minimum universel, est-ce que vous ne croyez pas que vous installiez cette précarité dans la durée? Bonjour, merci. D'abord, en fait, cette critique-là est une des plus sérieuses qui peut être formulée contre le revenu universel d'existence. Bon, d'abord, le revenu universel d'existence tel que je le propose, il ne coûtera pas 300 milliards, il coûtera 10 fois moins. 10 fois moins. Bon, moi, je veux bien qu'on construise des fables et qu'on fasse un débat politique sur des fables, mais il coûtera, je vous le dis, 10 fois moins. Et au 1er janvier 2018, il concernera les personnes les plus pauvres, il concernera les 18-25 ans et il concernera sur la feuille de salaire avec un gain net sur la feuille de salaire les travailleurs jusqu'à 1,9 SMIC. Demain, je rendrai public le financement de cette mesure, mais il coûtera 10 fois moins que les 300 milliards que vous avez évoqués. Première chose. Et je l'ai dit, pour ce qui relève d'une décision comme celle-là, il n'est pas question d'en imputer la charge et le coût dans la distribution de cette allocation aux collectivités. D'une part parce qu'il s'intégrera à une autre réforme, le prélèvement à la source de l'impôt. Et si demain le revenu universel doit figurer sous la forme d'un gain net de pouvoir d'achat sur la feuille de salaire, c'est évidemment par l'action qui sera celle de l'État que nous organiserons la mise en œuvre de la distribution de ce revenu universel. Un point sur la critique que vous formulez, qui est la bonne critique, c'est en clair, est-ce que finalement vous ne financez pas une forme d'acceptation de la pauvreté? Est-ce qu'on n'installe pas là les personnes dans la pauvreté? J'étais très frappé de voir les résultats des enquêtes qui ont pu être faites depuis peu par différents organismes, les travaux remarquables de la CFDT sur la question du travail notamment, et différents cabinets d'études pour voir quelles seraient les conséquences de la mise en œuvre du revenu universel. Sachez par exemple que 4% seulement des travailleurs français disent que s'ils recevaient 1 000 euros en plus, on n'y est pas, hein. Moi je ne parle pas de 1 000 euros, je parle d'un revenu universel fixé à 600 euros, c'est-à-dire une revalorisation du RSA portée à peu près de 10%, un peu plus, mais on place à seulement 4% disent qu'ils abandonneraient leur travail. Donc aujourd'hui, le mécanisme désincitatif à l'égard du travail, il n'est pas avéré. La question c'est, est-ce que par contre, il n'y a pas là une mise en concurrence d'un argent utilisé à permettre aux gens de vivre, avec un argent qui pourrait être utilisé à structurer, financer de l'investissement, permettre des créations d'emplois. Je pense qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres. Et je crois qu'il faut, à mes yeux, anticiper un phénomène qui est un phénomène qui, quoi que nous fassions, est là. La transformation du travail. Je veux dire, vous pouvez le vouloir ou ne pas le vouloir, elle se passe. Un emploi sur deux va être transformé, je ne vais pas supprimer, hein, transformé par la révolution numérique. Un emploi sur deux. Et là, les études les plus optimistes pour l'économie française et européenne, celle de l'OCDE, la plus récente, évaluent l'impact de la révolution numérique à 9 à 10% de suppression des emplois. Donc on doit, nous, faire en sorte
d'investir dans les filières dont on sait qu'elles sont fortement créatrices d'emplois, énergie renouvelable, services à la personne, éducation, santé, créer des emplois et garantir une offre de formation qui permette aux entreprises d'avoir des travailleurs qualifiés dans ces secteurs, pour compenser ce que pourraient être les effets d'une forme de raréfaction du travail dans les secteurs qu'on connaît déjà, privés notamment, et qui sont très impactés par la révolution numérique. Mais aussi penser les transitions. Et pourquoi est-ce que j'assume moi le revenu universel totalement ? C'est que le travail, tel que le vivent les nouvelles générations, n'a rien à voir avec celui que nous avons connu. Rien. Mais alors absolument rien. Il est fait de successions de contrats courts, travail salarié, travail non salarié, et de périodes de transition de plus en plus nombreuses. La question qui nous est posée, c'est construit-on là, avec ce revenu universel, les mécanismes de solidarité de ce siècle, ou considère-t-on qu'avec les systèmes de protection sociale tels que nous en avons hérité du Conseil national de la résistance, ils suffisent à assurer ces transitions et les protections des nouvelles générations? Et quand je dis nouvelles générations, et toutes celles qui vont suivre. Ma conviction, celle que je mets en débat, c'est qu'il faut aujourd'hui anticiper des phénomènes qui concernent toutes les grandes sociétés occidentales, toutes les grandes sociétés modernes, toutes les grandes économies modernes. Et donc le coût, je vous le redis, il est 10 fois inférieur à celui que vous avez évoqué. J'ai parlé longtemps du revenu universel, mais c'est une question longue. J'aurais bien aimé répondre d'ailleurs aussi aux questions du vieillissement, parce que c'est un autre gros enjeu auquel vous êtes confrontés et qui suppose, à mon avis, quelques choix aussi politiques qui ont quelques incidences financières. Mais bon, plus tard. Merci beaucoup.